Je retrouve avec bonheur une femme aux multiples talents, Marie Brassard, qui vient aujourd'hui à titre de metteur en scène nous parler de la pièce d'Evelyne de la Chenelière, La vie utile, présentée à l'Espace Go jusqu'au 19 mai, pièce qui sera reprise dans le cadre du Festival Transamérique du 28 mai au 1er juin, mais avec des surtitres en anglais. Marie Brassard, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à vous de m'avoir invitée. Je suis ravie de revenir à nouveau à votre émission. Mais sincèrement, Marie Brassard, si vous aviez vu toutes les questions que j'ai pour vous, vous seriez partie en courant parce que c'est un spectacle que je vais revoir puisqu'il est présenté dans le cadre du FTA où on doit absorber la matière pendant 1h30, la digérer, la comprendre, mais quel bonheur que j'ai eu à voir cette pièce-là. Alors, j'aimerais connaître un peu la prémisse de départ du projet de l'Evelyne de la Chenelière. Oui. Alors, Evelyne de la Chenelière a été invitée à être artiste en résidence à Espace Go. C'est une initiative qu'Espace Go a débuté avec Sophie Cadieux il y a quelques années. Elles invitent une artiste à habiter, à investir Espace Go de la manière dont l'artiste a envie. C'est-à-dire, les artistes font des propositions. Alors, la proposition d'Evelyne, c'est qu'elle avait envie d'écrire sur un mur, à la vue des gens. Alors donc, de révéler, si je puis dire, le geste d'écriture ou de révéler l'écrivain physiquement dans l'acte d'écrire. Alors, Evelyne, pour les gens qui la connaissent et les autres, c'est non pas seulement une actrice formidable, mais c'est aussi une grande écrivaine. Alors, Evelyne a amorcé ce projet qui s'est développé au cours de 3 ans dans le hall du théâtre Espace Go et elle a écrit sur les murs. Alors, la première année, sur le mur lui-même. La seconde année, on a construit un mur de plexiglas par-dessus et elle a écrit par-dessus. On pouvait voir l'année précédente en transparence et elle a fait la même chose la 3e année avec des tissus. Et ça s'est terminé. Ensuite, il y avait une espèce d'objet qui était exposé à la vue de tous dans le hall d'Espace Go, qui était une espèce d'œuvre d'art en transparence. Oui. Alors, par la suite, les gens d'Espace Go ont répertorié cette œuvre, si je peux dire, et ils ont pris des photographies, ils ont fait la transcription des textes et de cet acte, il est resté des livres, en fait, des cahiers. Mais il n'y a pas que des mots. Il y a des images, il y a du collage, il y a un peu de tout. Absolument. Il y a même de la couture, de la broderie. Ah oui? Oui. Mais je pense qu'il fallait revenir pour pouvoir bien regarder parce que c'était, en bon français, un work in progress. À chaque fois qu'on retournait à l'Espace Go, on y voyait quelque chose de plus. Je ne sais pas si vous avez été, comme moi, fasciné de voir les gens devant ce mur en train de lire. On avait l'impression d'être un peu devant le mur des lamentations ou celui que Donald Trump veut faire, mais c'est un mur de mots, de réflexion, de questionnement, de doute. Beau. Il y avait beaucoup des courtes phrases, parfois des citations, des dessins, des pensées, parfois à caractère hautement philosophique. Evelyne qui a une imagination vraiment foisonnante et qui est très intelligente pendant ses séjours dans le hall. Ces séjours ont donné lieu à des questionnements profonds, à des réflexions intéressantes et tout. Ouais. Mais comment ça s'est fait ensuite? Alors là, ce mur a été fait, ça avait commencé en 2014. Est-ce qu'elle savait dès le départ que ça deviendrait une pièce de théâtre ensuite? Non, je crois pas. Mais elle a par contre, tout au long du parcours, elle a invité ponctuellement des artistes à venir proposer une œuvre inspirée de ses écrits. Alors, d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a eu différents artistes, des musiciens comme Julien Clenché, des artistes en art visuel comme Olivia Boudreau, des artistes de la performance aussi, Morena Prats. Alors, des gens comme ça qui sont intervenus, qui ont proposé des œuvres justement inspirées de ça. Alors, j'ai eu le bonheur et l'honneur d'être la dernière artiste qui a été invitée par Evelyne et par Espace Go. Alors, c'était d'une certaine façon pour couronner la fin de sa résidence, parce que sa résidence a quand même pris fin au printemps l'an dernier. Alors, c'était le choix et la proposition d'Espace Go d'avoir ce spectacle dans leur saison. Ouais. Alors, on a lu un peu partout, Marie Brassard, le fait que Evelyne de la Chenelière avait pensé à vous tout de suite comme metteur en scène. Mais vous, avez-vous accepté sa proposition aussi rapidement?
Oui, absolument, parce que je trouvais intéressante. Ça m'intéresse beaucoup plus d'avoir des défis comme ça, un peu surprenants, étonnants, que par exemple de me faire offrir de monter une pièce de théâtre qui est déjà écrite, toute écrite. Alors la matière elle-même, qui était beaucoup plus brute, ça m'intéressait beaucoup de travailler sur cette matière. Et aussi, bien sûr, Evelyne, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, dont j'admire justement l'intelligence. Comment dire, elle est très droite, très intègre. C'est une artiste très intègre, très vrai. Et ça m'intéressait aussi également de collaborer avec elle. Alors, j'ai dit oui tout de suite, oui. Pas de concession avec Evelyne Lachenelière? Non, mais c'était son désir aussi. Je l'ai encouragée là-dedans aussi. En fait, des concessions, on en fait toujours un peu, mais c'est surtout à soi-même. Et puis, on a essayé dans nos conversations de faire en sorte, justement, qu'elle en fasse le moins possible. De toute façon, vous la retrouviez parce que vous aviez travaillé avec elle pour La Fureur de ce que je pense, qui avait été créée en 2013 à l'Usine C. Et vous retrouvez aussi deux autres de vos collaboratrices, Sophie Cadieux et Christine Beaulieu. Par contre, les deux hommes qui sont dans le spectacle, moi, c'est la première fois que je les voyais. Et quel talent! Jules Roy-Sicotte, je pense que c'est sa toute première pièce de théâtre. C'est sa première pièce de théâtre. Il n'est même pas allé à l'école encore. Donc, il est tout jeune. Et c'était la première fois qu'il jouait dans un spectacle professionnel. J'ai été emballée par son jeu extraordinaire. Et Louis Niggin, avec qui vous aviez déjà travaillé il y a à peu près une dizaine d'années pour le spectacle de Glass Eye, qui pourrait être son grand-père et qui joue un peu le rôle de la mort. Alors, quel est le point de départ de cette pièce qui est irracontable et qui dure, je le répète, 1h30? Oui. Alors, c'est bien entendu inspiré des écrits d'Evelyne qui, comme point de départ pour son projet, elle a voulu s'inspirer des textes fondateurs ou des textes ou des écrits ou des mots ou du langage, en fait. Tout ce qui nous est proposé quand on est enfant, qui est relatif au milieu dans lequel on est. C'est-à-dire, dans le cas d'Evelyne, qui vient d'une famille chrétienne, catholique, alors la religion catholique, la Bible, qui est issue également d'une famille où il y avait beaucoup d'intellectuels, évidemment, la littérature, le dictionnaire, la grammaire. Tout ce qui nous est en fait imposé ou proposé quand on est tout petit, pour nous aider à lire le monde. Et c'est une réflexion très profonde et intéressante, en fait, quand on y pense. C'est que ces outils qui sont libérateurs et castrateurs, si je peux dire ça comme ça. Ces outils nous sont donnés et tout à coup, on voit le monde à travers ce filtre. Alors, ce filtre des mots. Alors, quand on voit une fleur, on a dit cette fleur s'appelle une fleur. Et on n'est pas tout neuf devant l'abstraction et on n'a pas la liberté de n'aimer les choses comme on le désire. Alors, c'est intéressant, c'est très riche quand on se met à réfléchir à tout ça. Moi, je me disais, d'une certaine façon, l'art ou la création, ça nous permet justement de regarder le monde et de le nommer à notre façon, ou peut-être plus près d'une façon qui est profondément ancré en nous, de notre vrai nous, de la vraie façon dont on peut regarder les choses. Et le spectacle commence avec un monologue, celui d'Evelyne de Lachenelière, et ça commence « Je recommence ». Qu'est-ce qui recommence? Ben, en fait, Evelyne, c'est prêt à imaginer justement comment est-ce que je pourrais recommencer, réinventer. Elle dit à un moment donné, j'aimerais revisiter mon passé, en fait. Comme recommencer à partir du moment où, justement, si on n'avait pas cette grille du langage, si on n'avait pas cette grille de la religion ou de la philosophie ou de l'athéisme ou de quoi que ce soit, ça n'a pas nécessairement rapport avec la religion ou avec si on n'avait pas cette grille, de quelle façon est-ce qu'on pourrait revoir le monde? C'est une tentative aussi poétique qui est bien entendu vouée à l'échec parce qu'on peut pas se laver le cerveau de tout ce qui nous a été inculqué et proposé depuis l'enfance. Mais ça contient tout ça quand Evelyne dit « je recommence ». Parce que elle propose le personnage de Jeanne avec son alter ego Sophie Cadieux qui est plus jeune. On le sait dès le départ. Elle a fait une chute de cheval et il y a possibilité qu'elle en meure. Et autour d'elle, il y a son père et sa mère. Parlez-nous un peu de ces deux personnages-là qui sont très énigmatiques parce que toute la pièce d'Evelyne Lachenelière donne très peu de réponses et on sait peu de choses finalement sur tous les personnages. C'est certain que c'est pas une pièce comme on l'entend souvent, par exemple,
comme on dit, le personnage du père et de la mère, mais on n'a pas d'anecdote de théâtre Non. psychologique dans ça. Hein. Je peux dire, c'est des symboles, c'est des sortes d'archétypes de parents. Alors, on a le personnage de la mère qui, dans toute sa bonne volonté d'éduquer son enfant, surenchérit, qui est une sorte on dit des fois une diarrhée verbale. C'est une femme qui s'exprime constamment, qui nomme constamment les choses, qui essaie d'éduquer son enfant avec le plus de mots, de concepts possible, et donc qui le fait avec un tel enthousiasme que ça en devient presque écœurant, à tel point il y a de la substance qui est constamment jetée dans le cerveau de l'enfant. Et on a le personnage du père qui, lui, est un être plus en retrait, un peu plus absent, et qui est un homme qui est homosexuel, mais qui, à cause de la religion catholique et de tous les principes qu'on lui a inculqués, n'a pas réussi à trouver le chemin pour vivre la vie qu'il aurait aimé vivre. Alors qu'il s'est un peu imposé d'être hétérosexuel et de procréer, de créer une enfant. Et donc, les deux parents sont là un peu très symboliquement comme justement les responsables de l'éducation de l'enfant. Oui. Et la scénographie, Marie Brassard, est arrivée quand dans le processus? Parce que Antonin Sorel a fait un travail remarquable. Oui. On est dans une forêt, on ne sait pas trop où. Il y a la chambre aussi de Jeanne. Oui. Ça pourrait être l'Éden. Elle a un sursis, Jeanne. La mort lui permet de se raconter. On ne dira pas ce qui adviendra après, mais comment s'est fait ce décor? Est-ce que c'est vous qui lui avez donné quelques conseils ou si c'est suite? Non, écoutez, c'est toujours difficile quand les gens nous demandent qui a eu l'idée. C'est comme l'œuf ou la poule. Hein. Ce sont des conversations. Hein. C'est la même chose avec les acteurs. C'est la même chose. Alors, je ne détiens pas le monopole des idées, vraiment pas. Moi, j'orchestre tout ça et j'essaie de créer une atmosphère propice à la créativité, à la création et aussi propice à l'expression artistique des gens que j'invite parce que je les admire. Dans le cas d'Antonin Sorel, c'est un très grand artiste qui est un très vieil ami aussi, mais c'est un grand artiste que j'admire énormément, qui a beaucoup d'intelligence, beaucoup de sensibilité. Et donc, pendant longtemps, on a beaucoup de conversations. Je travaille peut-être pas de la façon dont on est l'habitude de travailler, c'est-à-dire j'arrive pas avec une idée précise pour demander à un scénographe, peux-tu me construire ça? Hein? Pas du tout. Alors je dis, écoute, on a ce matériau-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et alors on échange des images, des idées, et puis tout à coup, il y a une idée qui nous séduit davantage, et lorsque cette idée-là, elle est choisie, décidée, eh bien Antonin l'enrichit, si je peux dire, et puis il la développe davantage et tout ça, mais il y a toujours un travail de conversation entre nous. Alors Antonin, ça fait plusieurs fois déjà que je collabore avec lui. On est en train de développer une sorte d'association artistique où on se complète l'un l'autre. Et c'est un dialogue extrêmement riche et extrêmement inspirant pour moi. Ouais. Dernière question, Marie Brassard. La vie utile, l'est-elle vraiment? Et est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir un point d'interrogation à la fin de ce titre, La vie utile? Oui. En fait, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. On peut y répondre si on parle des objets et par exemple de l'obsolescence programmée. On dirait les objets sont créés, surtout de plus en plus maintenant, où les ordinateurs, tout ça, pour avoir une durée de vie utile qui est assez courte et on sait pourquoi. Alors, c'est par intérêt économique. La vie, ça, on ne sait pas trop pourquoi. Hein? On ne peut pas expliquer la vie de la même manière dont on ne peut pas expliquer ce spectacle. Et c'est aussi, on ne peut pas expliquer une œuvre d'art. Hein? Alors, c'est la vie utile, c'est comme une œuvre ouverte qui permet de réfléchir et de penser et de rêver longtemps après que le spectacle soit terminé. C'était notre volonté, notre désir. Merci beaucoup, Marie Brassard, d'être venue aujourd'hui. Merci à vous. Nous parler de la pièce d'Evelyne de la Chenelière qui est présentée jusqu'au 19 mai à l'Espace Go et ensuite au Festival Transamérique du 28 mai au 1er juin avec surtitres en anglais. Je voudrais, moi, terminer en vous donnant mon impression du spectacle, si vous permettez. Malgré le fait que je n'ai pas tout compris, cartésienne que je suis, j'ai été captivée par cette pièce. Une proposition audacieuse, une écriture nerveuse, une partition livrée avec conviction par les 5 comédiens et quelques belles trouvailles dans les effets visuels et scéniques. Cette pièce est un ovni théâtral qui nous secoue et nous demande un certain effort, mais cela en valait vraiment la peine. Merci à toute l'équipe. Merci à vous.